Et j'avais plein de douleurs tout le temps. J'avais vraiment l'impression que le corps voulait me tuer en permanence. Je ne comprenais absolument pas le sens de l'existence et pourquoi on avait mis des humains à jouer là, comme ça, sur une terre. Je suis pas seule en fait. Je suis très loin, toute seule, mais je suis tellement pas seule en fait. Donc c'était un grand chemin de guérison surtout. Je m'appelle Mélina, je suis nomade et très très amoureuse de la vie. Et c'est ce que j'essaye d'ouvrir comme chemin autour de moi, pour les gens autour de moi. J'ouvrirai tes pensées en les ouvrant, je te rends la vie. J'ouvrirai tes pensées en les ouvrant, je te rends la vie. Kepe a keben, Shamra Raroshinai, Raroshinai, Kepe a keben, Shamra Raroshinai. J'ai grandi dans le sud de la France, sur une terre qui est pas loin de Pérols en Provence. Et dans mes souvenirs d'enfance, c'était 150 hectares de terre qui était un immense jardin. Donc des souvenirs de grandeur, de grande communion avec l'extérieur. Après, je pense que j'ai toujours eu des grandes sensibilités dans le corps. Du coup, je pense que c'était pas toujours simple aussi en tant qu'enfant, de pas forcément avoir des outils pour danser avec ce que je sentais, et qui pour moi était une norme et en fait qui ne l'était pas. Mais j'ai plein de souvenirs d'une enfant pleine de vie, pétillante, qui est très libre et qui se balade toute nue et qui va se rouler dans la terre parce que quoi faire d'autre que être avec ça en fait. Ouais. J'ai pas souvent dit que c'était une maladie, ou j'allais plutôt nommer l'idée d'être malade, de je suis malade. C'était plutôt quelque chose comme ça parce que j'avais très peur de stigmatiser une pathologie X ou Y et, et qu'en plus je sentais que c'était vraiment pas en adéquation avec ni la réalité de mes parents que je pouvais leur imposer, ni une réalité que j'avais envie de m'imposer à moi et du coup peut-être de me construire une tranchée dans laquelle j'allais devoir ramper pour continuer à expérimenter ce vivant, en tout cas cette vie-là. Et donc j'ai quand même été très en esquive, on va dire, de savoir plus. Qu'est-ce que c'était comme maladie ou quel était le nom. Mais depuis petite, j'avais plutôt au niveau intestinal les hypersensibilités digestives et puis du coup, enfin voilà, et d'autres qui se manifestaient sous plein d'autres formes. Et c'est vers mon adolescence du coup qu'on a su que j'avais les intestins poreux, des ulcérations dans l'œsophage, et puis voilà, j'avais beaucoup de remontées gastriques. Et puis en fait, j'avais une hypersensibilité qui me mettait dans un niveau de stress permanent ou un système nerveux qui était en question de survie permanente. Et puis plus tard, ensuite, en différentes médecines que j'ai rencontrées, où je suis allée aussi gratter un peu dans différents coins du monde, tous les docteurs rencontrés, peu importe les traditions, m'informaient que j'avais quelque chose qui ressemblait à Crohn. Si on l'applique à Monsieur Crohn. Mais voilà, une porosité intestinale qui est assez conséquente et qui du coup donne divers symptômes inflammatoires et plutôt plus ou moins intenses en fonction des périodes.
Donc voilà, c'était surtout cet endroit-là de sensible avec lequel je devais vivre. Et ben, j'ai toujours écrit. Au début, j'écrivais mes rêves. Et mon premier livre acheté, c'était un livre où j'avais 9 ans. C'était sur justement l'étude des rêves. Et il fallait absolument du coup je comprenne. J'ai toujours été comme ça, à me poser beaucoup de questions, à comprendre quel était cet espace où l'humain dort, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là, où va la conscience, pourquoi. Et, et donc j'écrivais beaucoup. Après l'étude des rêves, c'était raconter mes histoires d'amour et puis mes histoires familiales. Et puis petit à petit, c'était vraiment mes traversées émotionnelles, de sensibles et voilà, de tout ce que je traverse dans mon corps surtout. Mm. Mais en tout cas, oui, dans ces carnets où j'ai ces preuves écrites aussi, il y a, il y a un réel questionnement de pourquoi on vit en fait, pourquoi on s'est incarné, pourquoi. Et puis j'étais pas dans une famille qui était croyante. Ou peut-être que si ma famille était croyante, ou en tout cas aux côtés de mes grands-parents un peu plus, mais mes parents n'étaient pas pratiquants, enfin j'avais pas cette foi qui existait dans mon éducation. Et je pense que, ah oui, si j'avais eu la foi déjà, à ce moment-là, ça m'aurait donné peut-être un sens. Et voilà, j'avais pas ça auquel je pouvais me rattacher, donc je ne comprenais absolument pas le sens de l'existence et pourquoi on avait mis des humains à jouer là, comme ça, sur une terre. Pourquoi ils étaient là, en fait, à quoi ils servaient. Et c'était traumatique comme question, très traumatique. Et puis parce que j'étais jeune pour me poser ce genre de questions. Déjà, la première porte, ça a été de dire je suis malade, de plus être dans le déni de ce que j'avais. Donc ça, j'avais vers 18 ans, de vraiment se dire bon, bah en fait, c'est ça. Ok, je suis malade, j'ai ça à prendre en considération. Et je me souviens de la première fois où j'ai fait le pas de moi-même, d'aller regarder en face. J'ai appelé un homme que j'aime énormément encore aujourd'hui, qui m'accompagne dans ma vie, qui s'appelle Claude Bianco. Et pour prendre un rendez-vous, j'avais 18 ans, je tétanisais, c'était une catastrophe. Je me dis, je vais mourir, il va lire en moi et on va savoir cette hypersensibilité que j'essaie de cacher depuis toujours. Et en fait, on s'est rencontrés et là, il m'a proposé de suivre son cursus de formation en décodage biologique. Et parce que j'avais tellement de symptômes divers et variés. Et en fait, ça a été vraiment la première porte qui s'est ouverte de ah waouh, ça parle. Ça parle et ça parle pas pour rien. Et du coup, j'ai plus besoin de. Enfin, j'ai plus besoin. Ça s'est arrivé très tard, mais j'ai pas besoin d'être coupée. En fait, c'est pas si dangereux que ça. Finalement, j'avais vraiment l'impression que le corps voulait me tuer en permanence. Parce que j'avais plein de douleurs tout le temps. Pour moi, il y avait quelque chose où je voulais être séparée vraiment du corps pour pas le subir. Et là, c'est comme si on venait me donner un alphabet que j'avais jamais eu. Ok, je veux toujours pas être trop dedans, parce que c'est quand même très douloureux, mais s'il manifeste, c'est peut-être pour dire. Donc si j'allais écouter. Donc là, ça a été ce premier grand chemin. Et puis ensuite, voilà, il y a eu de l'acupressure, il y a eu plutôt vietnamienne, puis il y a eu de la médecine chinoise, puis il y a eu l'ayurveda, puis il y a eu du tapping, de l'EFT, enfin vraiment beaucoup de recherches dans plein de médecines différentes. Bah, c'est un peu le moment où tout c'est clac clac clac. Du coup, je quitte un peu ce déni d'être pas malade et de croire que je peux faire tout ce que je veux alors qu'en fait c'est pas du tout possible parce que j'en souffre énormément. Et donc je démarre ce projet je me dis mais en fait je vais partir en Asie et je vais aller faire ce que je sais faire, des projets d'animation.
et de la formation, mais en Asie pour aller voir le système éducatif là-bas. Donc je crée l'association Arpente le Monde, j'écris des projets pédagogiques et des projets d'animation sur l'éducation émotionnelle et de manière super ludique en fonction des publics choisis. Et je suis partie du coup en France proposer ces projets-là au nom de l'association dans diverses structures. Des écoles, des centres de loisirs, des associations. J'ai même fait des activités en extérieur avec le focus de je dois récolter. Je crois que c'était 8 000 €. J'avais décidé 8 000 €, il me semble, pour partir un an, donner de mon temps et que je puisse me financer. Enfin, je puisse financer ma nourriture, mes avions, etc. Donc voilà, elle est née avec cette expansion de ça avec ça. Et ça va devoir travailler ensemble. Donc œuvrer en France pour œuvrer à l'étranger sur d'autres types de publics. J'étudiais Steiner, Freinet, Montessori. J'étais vraiment passionnée par Dolto, enfin tous ces Freud. J'étudiais la psycho à ce moment-là. Tous ces humains qui avaient mis en mouvement le système éducatif et d'apprentissage. Et en même temps, j'avais ce questionnement de mais ailleurs, c'est comment? Enfin, on ne parle pas de maître vietnamien. Et ça a toujours, pour moi, dansé ensemble entre le soin et la sensibilisation par la transmission. Il y a toujours eu ça. C'était vraiment mes deux côtés. L'officiel, c'était je vais rencontrer les différentes formes d'éducation ou différentes pédagogies en Asie du Sud-Est. Et en Asie du Sud-Est, parce que j'étais tombée amoureuse de l'Inde à mes 18 ans, j'y étais allée un mois et j'avais été bouleversée. Et je voulais continuer à retrouver, je crois, quelque chose qui ressemblait à l'Inde en Asie, ce qui n'a pas été le cas. Mais voilà, c'était ça la recherche. Et la vérité de mon choix plus profond que je ne connaissais pas, c'était de me sentir, en fait. De retourner au contact de mon vivant, en étant seule, en étant confrontée au reste du monde et à la foi en fait, qui commençait à se développer. Je suis pas seule en fait. Je suis très loin, toute seule, mais je suis tellement pas seule en fait. Donc c'était un grand chemin de guérison surtout. Vu que j'étais très malade, en fait je me considérais comme étant très lourde à porter du coup pour la terre, tous les gens autour de moi, parce que je faisais des énormes crises de mal de ventre. Je pouvais d'un coup convulser, trembler, faire une syncope, avoir une énorme douleur quelque part, perdre la vue, ne plus pouvoir me lever pour pouvoir marcher, et tout ça sans savoir d'où ça sort, à quel moment et quand est-ce que ça va venir. Donc il y avait aucun contrôle, jamais en fait. Donc c'était ce truc-là de comment je peux compter sur moi-même, sur ce corps, si en permanence il fout le camp sans que je sache. Et comment demander à l'autre qui ne peut pas compter sur moi parce qu'à n'importe quel moment, peut-être que je m'écroule. Et quand tu pars faire une randonnée avec un copain, t'as pas forcément envie de lui dire, tu sais, peut-être dans une heure, je suis aveugle en fait. Mais j'en sais rien. Ou peut-être que dans une heure, il se passera rien. Ou dans une heure, je fais un malaise. Ou tu sais qu'il va falloir que tu me portes pendant les 500 prochains mètres ou kilomètres. Enfin bon, suivant quel chemin on prend. Donc ouais, pour moi, c'était... tout était agression. Tout était agressif. Parce que j'avais l'impression que ça se décomposait, que je ne pouvais pas m'appuyer dessus, et que du coup je ne pouvais pas imposer ça au reste du monde. Donc je suis quand même partie seule, ouais, en faisant du tapping, en faisant de l'EFT, je m'étais formée ma maman faisait de l'acupressure. Et là c'était vraiment ma maman. J'ai dit maman vraiment parce que c'était ma maman. De soins, elle me briefait avec tellement de foi. Aussi beaucoup de peur, je pense, mais beaucoup de soutien de ça va le faire. Et du coup, j'avais plein de clés où je pouvais frotter mon front comme ça, faire du tapping ici, non, je me sens pas bien, mais tout va bien. Enfin, j'avais plein d'outils qui commençaient à s'intégrer dans mon corps et du coup qui étaient vrais, qui étaient en lien avec l'écoute et pas une projection à l'extérieur, sur quelqu'un d'autre.
kaya seniman min orang seniman min kaya seniman min orang seniman Eh ben incroyable. C'était incroyable parce que j'étais rentrée de voyage. J'étais à Montpellier, c'était très compliqué pour moi. Ça n'avait pas beaucoup de sens, mais c'était la mise au travail qu'il fallait que je traverse. Et puis l'image parfaite, c'était j'aimerais partir en Inde de nouveau, ça me manque beaucoup trop. Faire ce que je sais faire, donc pédagogie, éducation, sensibilisation, autour de projets artistiques et émotionnels. Enfin, voilà. Là, j'étais dans mes études d'art thérapeute à ce moment-là. Et puis voilà, donc tout était. J'avais écrit ma petite lettre. Et en fait, on m'avait déjà parlé d'Euroville, c'était venu quelques fois, mais ouais, un peu comme inaccessible. Et je cherche des missions Inde, Amérique du Sud, par le service civique. Il y a rien qui prend. Et au moment donné où je lâche, là, ma mère m'appelle et me dit « C'est marrant, j'ai trouvé un truc, on dirait que c'est toi qui l'as écrit. C'est toi qui l'as écrit ?» Et en fait, je lis et c'était vraiment tout ce que j'avais écrit. 1 an en Inde, Auroville, pour des enfants, sur de l'éducation émotionnelle et de l'art-thérapie pour les plus grands. Donc c'était le truc que je n'avais pas marqué, mais qui était parce que j'étais encore en cours d'études. Je n'avais pas encore cet endroit qui s'en sentait assez légitime. Donc c'était parfait, on venait vraiment me dire « Tu l'es ma chérie, vas-y, aie confiance en toi ». Et donc ça a pris cette tournure. J'avais postulé en me disant « C'est à moi en fait, c'est moi qui l'ai écrit, donc c'est pour moi, c'est super ». Donc il n'y avait plus de doute. Et les entretiens se sont bien passés. Et puis je suis arrivée à Auroville. Puis je suis tombée amoureuse de cette terre et puis de ses créateurs très forts. Sri Aurobindo m'a pris dans ses bras et puis j'ai avancé du coup dans ses enseignements encore aujourd'hui. Alors du coup c'était des enfants tamils, tamoul on dit en français, tamil en anglais, qui sont dans un village autour de Auroville. Auroville c'est un peu particulier, c'est plusieurs terres. Donc ils sont dans cette culture très traditionnelle. C'est pas du tout une éducation alternative. On est quand même sur quelque chose de très traditionnel. Et qui est une école gouvernementale. Donc qui est pas... il peut y avoir des intervenants extérieurs, mais leur langue principale et puis leur éducation suit le programme gouvernemental de l'Inde. Et donc j'avais des classes pour les tout petits où je faisais de la right dance. Donc on apprend à délier le poignet, de la motricité fine en fait par la danse et les éléments, les différentes textures, différentes densités, couleurs. Voilà. Tout un travail de stimuli en fait pour avoir envie d'écrire parce qu'ils ont très peur d'écrire, les enfants là-bas. Et ça, c'était les vraiment tout petits, type crèche. Les moyens, donc de 5 à 12 ans, c'était plutôt axé sur éducation émotionnelle. C'est où la maison, si papa rentre à la maison complètement bourré et qu'en fait j'ai besoin de me mettre en sécurité. C'est quoi? C'est à quel endroit? Et qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Et si je sais pas, parce qu'il parlait du coup le tamoul, donc j'avais des traducteurs, puis après je le parlais aussi un peu. Mais donc d'identifier les émotions, parce que c'est des choses qui n'existent absolument pas là-bas. On vit des trucs, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc de mettre des mots dessus pour pouvoir se sentir relié avec les autres enfants de la classe. Et puis voilà, de leur lire des livres, beaucoup de livres aussi sur différentes formes d'émotions qu'on peut traverser quand on a peur, on rentre en colère, pourquoi et comment on l'évacue, et qu'est-ce qu'on peut faire dans le corps, ou d'écrire. Et puis les plus grands, c'était plutôt un soutien, du coup avec là des outils d'art-thérapie. Et finalement la même chose, mais plutôt appliquée sur leur tranche d'âge.
Et puis de pouvoir parler du consentement. J'avais fait tout un travail sur l'espace du corps, le respect de notre bulle de corps, mais de nos bulles de protection autour. Et du coup, c'est quoi ma bulle finalement Est-ce que j'ai un endroit dans la forêt où je peux aller me cacher? Enfin voilà, tout ce travail-là plutôt en profondeur, qui après s'est débouché sur un travail avec les profs la dernière année. Je pratiquais beaucoup, je dansais énormément là-bas, c'était ma ressource. Parce que la nature, elle est tellement généreuse que du coup, je passais beaucoup de temps en nature à danser avec elle. Donc, et il y a eu un moment donné où, tac, 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 j'ai fait la demande hyper précise de je veux un super prof, mais comme ci, comme ça, comme ça, pour l'enseignement d'un yoga traditionnel. Il y avait quelque chose qui était un peu ambivalent en moi, où je voulais retrouver une source du yoga et pas du tout le yoga que j'avais entendu en France. Où ça ne me parlait absolument pas, la gymnastique avec des mots en sanskrit. Je trouvais ça faisait aucun écho en moi. Et j'avais vraiment envie de lire les textes sacrés, ce que je faisais déjà beaucoup, mais de trouver quelqu'un qui enseigne ça avec autant d'humilité que ces textes. Et j'ai rencontré un homme incroyable qui est dans le nord de l'Inde, qui a créé, du coup, lui qui il est, mais un enseignement super traditionnel, mais avec le côté d'accompagnement thérapeutique. Donc c'était une plongée encore, mais avec pour moi une dentelle, une finesse en plus d'une pratique juste de nouveau incorporer son corps par des asanas comme une première porte de conscience. Enfin, il y avait quelque chose de encore plus profond, plus précis, qui m'a amené aussi après dans ma pratique aujourd'hui. Mais ça avait déjà commencé là d'affiner par la pratique du yoga. Ouais. L'art d'être yoga, pour moi, c'est comment je retrouve ce chemin qui mène à la maison, qui me permet de manière créative de reconnecter à cet endroit où je me sens unifiée, où je me rappelle que je me crée l'expérience que je vis, que je me donne à vivre, et que c'est moi qui choisis de manifester en face de moi cette réalité. Et c'est un endroit qui est très soutenant, qui est très joyeux, qui me donne aussi beaucoup de force et de sagesse, même de puissance, parce que je me sens plus victime de ce que la vie peut me proposer, mais plutôt actrice, et ça m'émerveille, simplement. Donc je crois que c'est ça, pour moi, l'art d'être yoga et de l'incarner.